Bien, prenez place, on va continuer notre soirée. Approchez-vous, hein, venez tout près, vous mettez pas trop loin, on est entre nous. Bien, donc moi je voulais remercier Marc Fesneau et Jean-Marie Van Lerenberg de leur présence au sein de ce séminaire et surtout le témoignage qu'ils vont vous apporter ce soir. Ce qu'on avait souhaité avec les uns et les autres, et notamment Anthony qui fait une entrée remarquée au bon moment. Bravo. Ce qu'on voulait, c'est que Marc et Jean-Marie puissent témoigner un petit peu, transmettre leur expérience d'un exercice qui est assez difficile, qui est l'exercice de la démocratie au quotidien. Comment faire pour que les bonnes idées, les projets qu'on porte pour une ville, pour une communauté de communes, ou qu'on porte de manière plus nationale pour Jean-Marie au Sénat, comment faire pour que ces projets soient à la fois issus de réalités de terrain, locales, répondent donc aux attentes des citoyens, et soient ensuite, une fois qu'on les met en place, comprises et pas rejetées. Donc c'est tout le challenge, tout le paradoxe de la démocratie. On en parlait juste avant avec Jean-Marie qui me disait mais moi je suis même pas sûr que les gens qui réclament tant de démocratie, quand on leur propose d'être acteurs de cette démocratie, soient vraiment tout à fait d'accord finalement avec eux-mêmes. Hein, c'est un peu le paradoxe. Donc moi ce que je vais demander c'est à Jean-Marie et puis à Marc de nous faire une petite introduction. Ce qu'on veut entendre de votre part, c'est en quoi votre activité quotidienne vient nourrir votre activité, qu'elle soit de maire, de président de com, ou d'ancien maire, ou de sénateur. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis Jean-Marie, je te donne la parole. Voilà. Bien, merci Jean-Christophe. Comme je disais à Marc, il vient de casser complètement notre introduction. Hein. Moi, je voulais justement dire, est-ce que réellement les Français veulent la démocratie? Parce que vous prenez mon exemple, Marc citera peut-être les siens. Quand j'ai été élu maire, j'étais nourri de l'esprit de notre formation, de notre école de pensée, personnaliste, communautaire, la démocratie selon Marc Sangnier, élever le niveau de conscience de tous les citoyens. Et donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on aille à la rencontre des habitants, de la population, et qu'on échange, et qu'aucune décision importante, bien sûr, ne soit prise sans consultation, sans concertation. Et c'est pas aussi simple que ça. Je peux vous dire, je suis allé, j'ai organisé des réunions par secteur. Alors j'avais une centaine de personnes, 200 personnes quand c'était un grand secteur dans ces réunions. Et puis il ne se disait rien d'essentiel. Je dis j'ai l'impression que c'est trop vaste comme secteur, comme périmètre. Il faut essayer d'aller dans les quartiers. Là, on va voir les problèmes des habitants dans leur quartier. Peut-être qu'ils vont avoir un avis à nous émettre, et ne pas être seulement dans l'écoute. Parce que ça, je veux dire, on arrive, quand on est maire, à avoir une très bonne écoute de la part de la population, qui, surtout quand on est tout nouvel élu, c'était mon cas, après 50 ans de socialisme, on allait voir ce qu'on allait voir, et avec ce jeune, n'exagérons pas, mais ce nouveau maire, et puis donc on venait pour voir un peu quelle sauce on allait pouvoir le manger, peut-être d'ailleurs. Donc j'ai dit on va faire des réunions quartier par quartier, 18 quartiers à Arras qu'on avait bien répertoriés, petits, grands, mais enfin qui avaient tous une histoire. Et puis on a organisé une réunion chaque année. Alors je me suis dit c'est une occasion fantastique de présenter les objectifs, le cap que on voulait donner, les faire réagir. Je sais. Franchement, moi j'admire les écologistes qui croient encore à la démocratie, qui nous inventent tous les jours la démocratie participative, parce que ce qui nous revenait dans ces réunions, c'était
rien, quasiment rien sur les projets de la ville, mais que des questions qui les concernaient, eux, personnellement. Au mieux sur leur trottoir. La crotte sur le trottoir, alors ça, à toutes les réunions. Tant que je n'ai pas eu des motocrottes, etc., je n'ai pas pu résoudre ce problème. Plus intéressant quand même, ça m'a mis évidemment, mais je savais que j'aurais cette question, c'était la sécurité. La sécurité des populations dans leur quartier est une question importante. Mais ce n'était pas, a priori, ce qui était en débat. Mais là, effectivement, nous avons échangé. Et on s'est rendu compte que la démarche que nous avions imaginée de porter à la connaissance du public les grands projets de la ville et de les faire réagir, ça ne les intéressait pas vraiment. Par contre, ce qui les intéressait, c'était leurs problèmes quotidiens. Et la sécurité, qui finalement est une question importante, elle a émergé comme ça. Donc vous voyez, je crois qu'on est toujours en train d'imaginer, et notamment évidemment au Parlement, par nature, puisque au Parlement on porte un projet de loi. Donc on fabrique un projet de loi et on lance en pâture un projet de loi, on le voit bien là avec la loi travail, et on essaye de faire réagir les gens. Alors ils réagissent plutôt dans la rue d'ailleurs actuellement, hein, si j'ai bien compris, mais encore, il faudrait voir si réellement on réagit à la question qui est bien posée. Si c'est pas, je dirais, un sentiment de rejet du pouvoir en place plutôt qu'une réponse à la question qui est posée au Parlement. Donc vous voyez que la relation, à travers ces quelques exemples que j'ai donnés, je ne vais pas les développer plus parce que je voudrais que Marc puisse s'exprimer, mais à travers ces quelques exemples, vous voyez que la notion de démocratie, vous voulez la faire vivre, vous voulez faire vivre concrètement la démocratie, c'est difficile. Mais ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que la base même, c'est l'écoute. Être à l'écoute des populations, à l'écoute au quotidien de leurs problèmes, petits et grands, ça vous fait progresser avec la population. Et je crois que, notamment sur le problème de la sécurité, qui est une question importante, on a réussi à avancer. Et je terminerai là-dessus en citant simplement un exemple. J'avais un problème dans un quartier un peu sensible, difficile. Il y avait des habitants qui s'étaient manifestés à cette réunion, qui venaient me voir en délégation, en disant c'est plus possible, c'est infernal, on caillasse nos maisons, etc. Ce sont des gamins, vous savez, c'est tous ces zonards, etc. qui sont là tout le temps à rien faire. Bon, vous voyez la question qui était soulevée. Et bon, très bien. On a réagi tout de suite de manière, je dirais, défensive, en disant bon, on va mettre on va alerter la police, bien sûr, puis on va mettre, la police a fait des rondes, etc., mais enfin c'est relativement limité. On a payé des agents de sécurité, on a mis un policier municipal avec un chien, etc. Il n'a pas vu grand-chose à proprement parler, parce que, évidemment, on les mettait plutôt la nuit. Or, ce qui se passait finalement, c'était à la tombée de la nuit que ces jeunes se manifestaient. Puis on s'est rendu compte, en fin de compte, que ces jeunes qui faisaient peur, qui terrorisaient, étaient venus voir en me disant mais c'est incroyable, on ne peut plus continuer à vivre dans ces conditions. Enfin, c'était devenu un problème majeur dans ce quartier. C'était un gamin de 10 ans, je ne vous mens pas, qui avait entraîné quelques autres qui avaient 10-12 ans. Ils étaient 4 ou 5, ils caillassaient et ils menaçaient
une population d'un îlot, d'un quartier tout entier. Je dis, mais attendez là, il y a un truc qui ne va pas. Vous le saviez ça? Ben non, on ne le savait pas. On a dit, on m'avait dit, etc. Et la rumeur s'amplifie, etc. Vous voyez, les phénomènes qui s'étaient multipliés, qui avaient grossi le problème, et j'aurais dit maintenant, ce sont des enfants. Ben, on va traiter le problème comme on doit traiter le problème avec des enfants. C'est-à-dire que vous allez vous transformer, vous êtes des parents, vous êtes des enfants, vous êtes des adultes. Moi, je vous demande d'entrer en contact avec eux, avec les familles, et on a organisé ça, bien sûr. On a organisé ça. Je peux vous dire, on est arrivé à des résultats fantastiques. Il y avait parmi ces jeunes des jeunes musulmans. La communauté musulmane s'est manifestée et s'est solidarisée totalement avec notre démarche. Et on est arrivé à pacifier complètement c'était pas un très grand quartier, mais on est arrivé à pacifier par l'écoute, tout simplement, l'observation, et par la mise en branle de la population qui s'est montrée d'ailleurs extrêmement généreuse ensuite, qui a participé à différentes manifestations scolaires, kermesses, etc., qui s'est mise en mouvement. Et je pense que c'est ça, en fait, la démocratie, quoi. Il faut que les gens, au-delà des rencontres, etc., prennent conscience que ce sont eux les citoyens, ce sont eux qui peuvent effectivement agir, à une condition, c'est de ne pas être toujours dans la défensive, dans le refus, dans la peur, mais d'aller à la rencontre effectivement de l'autre. Voilà, simple témoignage, hein, je veux dire, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est ce qui m'est apparu le plus constamment, comme dans d'autres circonstances, comme la leçon principale à retenir. La démocratie formelle, je me dis, c'est difficile à faire vivre. Par contre, quand on a des problèmes concrets avec une population qui cherche réellement à participer, qui est généreuse, et ça, naturellement, je pense qu'elle l'était, cette population, eh bien, il faut la mettre en branle, il faut la mettre en mouvement. C'est notre rôle aussi, quand on est élu, de pouvoir permettre justement ce dépassement, je dirais, de chacun, de sortir de son égoïsme, sortir de la défense de sa propriété pour essayer d'accéder effectivement au service général, quoi, au bien commun partagé. Très bien, merci Jean-Marie. Donc on retient aussi de ton intervention le fait qu'on a parfois une idée préconçue de ce qu'il faudrait faire et que la démocratie, c'est aussi, donc, comme tu le disais, le dialogue, l'écoute et la possibilité de changer aussi sa perception des choses. Marc, en milieu rural, un peu plus rural, des exemples? Assez nettement plus. D'abord pour vous dire d'où je parle, comme on dit. Je suis maire d'une commune de 700 habitants, à 30 km non pas d'âme qui vive, mais de la première agglomération qui est Blois, ou Orléans un tout petit peu plus loin, et président depuis le 1er janvier d'une communauté de communes maintenant de 22 000 habitants. À dominante effectivement rurale. Moi je voulais l'aborder d'abord sur le champ général, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une question démocratique qui se pose dans le pays, et les réformes territoriales qui se sont succédées posent des questions démocratiques, me semble-t-il. C'est pas dans une région comme la vôtre que ne peut pas se poser la question de grands ensembles qu'on est en train de constituer, et de la question de la proximité, ou de la question de comment on continue à dialoguer comme élus avec les habitants et les forces du territoire. Il y a quand même quelque chose sur les échelles qui sont en train de changer, qui doit nous interroger, nous élus, au-delà de ce qui était déjà des interrogations de quelles sont nos pratiques démocratiques, sur comment on va faire, parce que les fusions de communes, les fusions d'intercommunalités, les très grandes régions, tout ça donne un peu le tournis. Ne rassurez-vous pas qu'aux habitants, ça donne aussi un peu le tournis aux élus, avec la question, qui est une question lancinante par les temps qui courent, qui est la question identitaire quand même. C'est à quel territoire j'appartiens, de quelle communauté à quelle communauté je me sens lié. Pour ça d'ailleurs moi,
personnellement, je fais une toute petite digression, les affaires de communes nouvelles à marche forcée et à coup de schlag, je suis un peu prudent, parce que je pense que vous n'effacez pas 200 ans d'histoire communale parce que vous allez avoir 5% de plus de dotation de l'État. Il faut faire attention à pas bouleverser quand même des phénomènes historiques et des réalités historiques qui sont assez longues. Et on a fait la même chose sur les cartes des régions en tressant d'un coup de crayon un soir à l'Élysée, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, et parce qu'il fallait pas faire de peine à Jean-Marc Ayrault, et parce qu'il fallait pas faire de peine à Ségolène Royal, et parce que, etc., et qu'il fallait assurer quelques bastions quand même. Tout ça a fait un découpage que les gens n'ont pas compris et qu'ils ont vécu comme une violence. La région Est, l'Alsace l'a vécu comme une très grande violence, ce découpage. Chez vous peut-être un peu moins, mais enfin quand même, les gens se sont dit mais pourquoi on nous a mis dans cet ensemble-là de façon un peu autocratique pour le coup. C'est pas qu'il fallait forcément faire un grand référendum sur le sujet, parce qu'on voit bien par exemple sur la question alsacienne qu'on a saisi les citoyens, que la majorité d'entre eux ont dit on est pour la fusion et que la très grande majorité d'entre eux sont restés chez eux. Parce qu'ils avaient un référendum, 35% seulement des Alsaciens sont allés voter. Or, c'était une question qui leur était posée à eux, Alsaciens, et qui n'était pas posée aux autres. Ils auraient pu se saisir de cette affaire référendaire. Donc, on est dans un champ général qui est compliqué. Le deuxième sujet, c'est que je trouve qu'on est dans un moment où, en permanence, on oppose la démocratie représentative et ce que serait la panacée, ce que dit un peu Jean-Marie, c'est-à-dire la démocratie participative, c'est-à-dire la démocratie directe, pour dire les choses. Moi, je pense que avant de poser la question, mais même si elle peut se poser, on continue, la question de la démocratie participative, elle pose d'abord la question de comment on pourrait mieux faire fonctionner la démocratie représentative. Je vous donne 2 ou 3 éléments de réflexion, et après je viendrai sur des exemples territoriaux, si je peux dire. Je trouve que la démocratie représentative, elle souffre du fait d'abord que les élus, pour beaucoup d'entre eux, ne se saisissent pas eux-mêmes des responsabilités qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'ils sont trop souvent dans les mains des administrations, trop souvent à pas décider, ce que disait un peu Jean-Marie, trop souvent à s'isoler, et c'est là que la question de l'écoute est une question fondamentale, et on leur demande pas plus que d'écouter ce que disent les gens, de percevoir leur territoire, c'est-à-dire d'y vivre, et d'y vivre comme tout le monde, et de pas s'isoler dans un cercle qui fait que tout d'un coup, ils ne perçoivent pas ce qu'est la réalité du territoire. Et je trouve que dans bien des cas, le défaut de la démocratie représentative, c'est le défaut d'élus qui ne se sentent pas investis d'une mission. Or, la mission des élus en démocratie représentative, c'est d'essayer de conjuguer les contraires, si je peux dire, et des intérêts qui sont parfois opposés. Parce que la somme d'intérêts individuels, ça ne fait pas forcément un intérêt collectif. Or, souvent, ce qui s'exprime, d'ailleurs, quand vous demandez aux gens directement, comme l'a dit Jean-Marie, je suis assez d'accord là-dessus, c'est la somme de demandes individuelles, de corporatisme dans certains cas, et souvent aussi des demandes d'immédiateté. Ce qui me fait dire d'ailleurs que la démocratie participative, pour le coup, c'est pas simplement je réunis 400 personnes dans une salle et je leur dis ce que vous pensez. Parce que ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. Parce que ça, c'est se moquer des gens, moi, je considère. Parce qu'en fait, il sort rien de ce genre de débat. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, Jean-Marie, un peu. Quand vous dites aux gens, bon, alors, on n'a pas d'idée, nous. Déjà, moi, je trouve que c'est grave quand vous êtes élu, que vous n'arrivez avec rien dans votre poche. Enfin, ce qu'il faudrait qu'on ait au moins, c'est des idées à mettre en pâture, jeter en pâture même. Et c'est en gros, on dit, qu'est-ce que vous voulez faire? De quoi vous auriez envie? Ça s'organise pas comme ça. L'association des citoyens, au-delà de l'affaire de la démocratie participative, ça se passe pas comme ça. Donc, la démocratie représentative, elle souffre de ça. Elle souffre d'un deuxième sujet, c'est que je pense, en particulier dans les conseils municipaux et dans les conseils communautaires, de cette organisation territoriale qui est un peu nébuleuse, fait que les élus eux-mêmes ne comprennent pas de quoi ils sont saisis et quelles sont les compétences qu'ils peuvent exercer, qu'ils doivent exercer. Et on passe leur temps à dire, vous pouvez pas faire, vous n'avez pas le droit de faire, vous avez la contrainte budgétaire. Et donc, finalement, quand vous êtes conseiller municipal sans être conseiller communautaire, vous avez l'impression que vous êtes là pour servir à rien. À terme, on va avoir un problème dans tous les conseils municipaux de France, c'est de mobiliser des élus municipaux en leur disant que finalement, une fois qu'on a fait le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, la fête locale, le reste, c'est la communauté de communes. Donc il faut d'abord qu'on arrive à saisir nos élus locaux de ce qu'ils peuvent faire au service de leur territoire. Et moi, il me semble qu'un élu municipal, sa première mission, c'est ce qu'a dit Jean-Marie, c'est d'être à l'écoute des citoyens. De dire, j'ai entendu madame Untel, elle m'a l'air en difficulté, il y a un problème éventuellement, y compris un problème très pratique d'éclairage public, mais il y a déjà ça comme la question du lien avec les citoyens est une question première. Et c'est ça que doit faire remonter un champ municipal et un conseiller municipal. La question communautaire est une autre question parce que là, on est dans une frontière que les gens n'ont pas encore perçue. Quand je dis les gens, je parle pas des citoyens, je parle des élus. C'est quand vous êtes conseiller communautaire, vous n'êtes pas là pour représenter uniquement votre commune, vous êtes là pour porter l'intérêt général d'un territoire. Or, c'est un sujet qui a mal été encore abordé par les conseillers municipaux qui siègent dans les communautés de communes, parce que finalement, quand vous êtes conseiller municipal d'une toute petite commune et qu'on vous demande un avis sur ce qui va se passer à Amiens, c'est une chance en fait.
Ça vous permet, vous, de vous saisir d'une question territoriale plus large. Mais il y a besoin pour ce faire que les élus se sentent impliqués dans l'affaire. Et moi, je trouve que dans les grands ensembles qu'on est en train de créer, la question de comment, c'est pas le président, les vice-présidents dans un petit bureau au sens pas que physique du terme, c'est un bureau des vice-présidents. Comment, au-delà de ce cercle-là qui globalement fait tourner la mécanique tous les jours et toutes les semaines, comment les autres se sentent saisis de la question. Et la même chose pour le maire. Moi, j'ai souvent des débats, j'ai une nouvelle équipe municipale, alors ils sont arrivés un peu comme vous décriviez votre arrivée à Arras, ils veulent tout changer. Bon, moi j'ai dit, changer, on va... Par nature, je suis plutôt à penser que c'est bien de bouleverser un peu les choses, mais simplement, ils sont un peu tout azimut. Alors, l'autre jour, j'étais un peu obligé de faire l'autocrate, et de faire quelques mesures d'ordre parce qu'ils étaient ils remettaient tout en cause. C'est pourquoi on donne 30 € à l'association d'anciens combattants. Alors, sur le fond, on se dit, c'est vrai, ils ont raison de poser la question, mais en même temps, ils sont en train de déstabiliser et d'énerver les anciens combattants, donc on doit au moins avoir le minimum de respect, parce qu'ils avaient décidé d'un certain nombre de critères, et d'un certain nombre de critères qui étaient les critères de citoyens conseillers municipaux, qui pensaient que, formellement, il n'y avait pas d'intérêt à mettre 30 €, même 30 €, pour soutenir l'association locale des anciens combattants. Parce qu'après tout, qu'est-ce que ça participe de la vie de la commune? En quoi c'est intéressant? J'ai le même débat sur un aménagement de place de l'église. On est dans une affaire tout à fait patrimoniale, on entretient, on embellit le village, on enfouit le réseau, et ils m'ont dit, mais ça sert à quoi? Et vous êtes assez démunis face à cette question-là, parce que la question utilitariste, vous savez pas y répondre quand vous dites, mais attendez, le champ dont on est investi, c'est pas simplement de quoi j'ai besoin demain ou après-demain, c'est ça, mais c'est aussi qu'est-ce qui fait la continuité d'un engagement public? La responsabilité qu'on a comme élu, c'est de faire en sorte que ce qu'on va transférer au suivant, c'est un patrimoine en bon état, une commune qui soit agréable à vivre, que les gens aient envie de s'y installer. Mais ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Moi, je vois que je maîtrise à peu près mon affaire municipale, mais l'autre jour, j'étais un peu agacé de voir qu'ils partaient tout azimut, et le dernier avatar de cette réunion-là, qui était assez bonne ce soir-là, pour dire les choses, c'est que... je dis, je pense que ça serait bien qu'au sein du conseil, on fasse une réunion pour dire quels sont les alors, Marche Noire, 700 habitants. Mais j'ai dit, au moins, on va essayer d'avancer collectivement, parce que sinon, c'est vrai que le maire décide un peu quand même, hein, et c'est normal, de ce que sont les grands enjeux de la commune, pour les grands enjeux. Quels sont les enjeux de la commune, on va dire, plus simplement, dans la fin du mandat? Il nous reste 4 ans, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a des questions de démographie médicale, on a un restant de questions commerciales, etc. Et réaction d'une de mes conseillères municipales, c'est, mais pourquoi on ne réunit pas toute la population pour demander aux gens ce qu'ils veulent? J'ai dit, et alors, qu'est-ce que tu attends d'une réunion comme ça? J'ai dit, comment tu fais physiquement ta réunion? C'est-à-dire que tu arrives devant les gens, ce que je disais tout à l'heure, et tu dis, on n'avait pas trop d'idées, on s'était dit que vous en aviez peut-être. Et donc, alors c'est un peu gênant de dire ça comme ça, parce que ça fait un peu vieux machin qui décide dans son coin, mais la question de l'association de la population, il faut faire attention à la façon dont on le fait. Moi, j'ai eu une question commerciale, j'avais un supermarché qui a fermé, et il y avait la possibilité soit de remettre des commerces en centre-ville, mais un seul, soit d'essayer de réinvestir le supermarché et de réinstaller une boucherie qui avait disparu depuis 10 ans, et puis une boulangerie, une épicerie et un bar tabac, une couturière. Et j'avais l'idée que, intuitivement, c'était mieux de le faire dans les anciens locaux de la station de l'écomarché, puisque c'était une ancienne intermarché, surtout que j'avais réussi à récupérer la station-service gratos, pour 1 € symbolique. Mais je me suis dit, cette affaire-là, elle ne marchera que si les habitants et les citoyens s'en saisissent. Et donc j'ai interrogé la population, 300 boîtes à lettres et 240 questionnaires qui reviennent quand même. Et la question que je posais, ce qui est très exceptionnel, ne serait-ce que ça m'a donné l'envie, m'a dit, il s'est passé quelque chose. Pourquoi je l'ai fait? Parce que d'abord j'avais besoin d'avoir un sentiment sûr. Vous préférez qu'on fasse 1 ou 2 le commerce en centre-ville, ou qu'on fasse une opération de plus grande envergure, c'était la communauté de communes, mais quand même. Et 2, je pensais que ça ne marcherait après, parce que moi, ce qui me préoccupait, c'était que les commerces marchent après, que si il y avait d'une certaine façon un contrat que je liais entre nous, décideurs, et la population, en disant, et le courrier, je me souviens très bien comment je l'avais rédigé, je l'avais dit, on le fait pas pour nous, on le fait pour vous. Donc si on fait ces commerces, c'est aussi pour que vous y alliez et que vous les utilisiez. Et les gens ont répondu, 95% ont répondu qu'ils étaient favorables à cette localisation à cet endroit-là. Ça fait 4 ans et demi, et ça marche formidablement bien. Ça me permet de dire une deuxième chose, ça marche formidablement bien, mais c'est pas grâce aux élus en tant que tels. C'est parce que j'ai su, moi, la seule chose que j'ai su faire bien, et qui était utile, et pour le coup le rôle d'élu a été utile, c'est que j'ai vu un type qui tenait un bar tabac, qui avait un métier avant, qui était boucher, qui m'a dit, tiens, j'ai envie de monter une boucherie, que j'ai trouvé un boulanger qui m'est arrivé comme la cigogne vous dépose
quelque chose un matin devant votre porte et j'ai dit, toi, tu m'as l'air pas mal, je t'agrippe aussi. Après, mon boulot, ça a été, un, de convaincre la population et deux, de convaincre les financiers et de faire un projet qui me paraissait répondre à ce que pouvaient être les attentes des gens. Ce que je veux dire par là, c'est que le rôle de l'élu, c'est d'être à la croisée des chemins et de faciliter les choses. C'est de faire la synthèse. Donc, je pensais quelque chose de l'intérêt qui était pour le territoire de ce commerce et du maintien de ces commerces. Et du pari que c'est, dans une commune de 700 habitants, de réimplanter une boucherie, il n'y en a pas beaucoup en France. Et du pari que c'est aussi de reprendre une station-service en régie. Ça, il y en a. Régie, c'est-à-dire que c'est nous qui achetons le carburant. Hein. Ah oui. Donc c'est assez marrant, parce que moi je regarde les cours du pétrole, alors que je ne pensais pas dans ma vie que jamais je m'intéresserais au cours du pétrole. Et donc je donne des ordres, disant faut acheter maintenant, ça a l'air de baisser. Donc c'est assez rigolo. Ça me fait mon Monopoly. Tu sais. Mais je pensais ça. J'avais besoin que les citoyens de la commune s'approprient les choses et que ça ne soit pas la marotte du maire. Vous savez, Marc Fesneau, il a encore une idée à la con. Vous me passez l'expression. Et après, j'avais besoin, moi, mon rôle à moi, c'était de faire en sorte qu'on facilite la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on trouve les moyens, que je trouve les subventions. J'étais dans une période où j'étais pas dans les meilleurs termes qui soient avec le président du conseil départemental. Mais les choses se sont faites quand même. Donc voilà, je veux dire ça. Et ça veut dire aussi, quand je pense à ce garçon qui était barman et qui m'a dit j'ai envie de reprendre une boucherie, c'est d'être toujours, quand on est élu, à l'écoute des projets. C'est-à-dire de garder toujours un œil curieux et ouvert sur ce qu'on vous propose. Et jamais blasé. Ne pas par nature se dire ça doit être débile. Alors il y en a, hein, rassurez-vous, il y a le lot de toutes les choses idiotes, mais qu'on a nous aussi parfois, hein, d'ailleurs. Mais au moins de donner sa chance au projet jusqu'au moment où on se dit non, ça marche pas parce que le porteur est pas assez solide et pas assez structuré, parce que financièrement ça passe pas. Et donc je pense qu'on a un devoir, nous, au-delà de la croisée des chemins, de ce qu'on pense être l'intérêt général, d'être ouvert aux initiatives. C'est-à-dire de, ce que disait un peu Jean-Marie d'une autre façon, mais de percevoir et de capter ce qui peut émaner comme initiative du territoire. On accompagne les initiatives. Moi, quand j'entends parfois des collègues dire « j'ai installé telle entreprise », oui, j'ai facilité déjà l'installation d'une entreprise, c'est pas mal. Déjà, si on a réussi à faire ça, c'est bien. Je crée les conditions pour qu'une entreprise ait envie de venir. Je crée le dialogue qui est nécessaire pour que le chef d'entreprise dise « ici, je vais être traité alors que chez le voisin, on me fait lambiner pendant 6 mois ». C'est ça qu'on est capable de faire. Mais l'entreprise, on la crée pas ex nihilo et c'est pas nous qui créons des emplois, hein, jusqu'à nouvel ordre. Ce que je veux dire par là aussi, dans cette affaire de démocratie, c'est qu'il faut que chacun soit à sa place. Notre place, je pense que c'est celle que je décris. Et si chacun est à sa place, chacun se respecte. Et on est moins remis en cause sur ce qu'est notre rôle. Après, il y a toute la phase, effectivement, et là je rejoins ce qu'a dit Jean-Marie, moi je ne sais pas comment, collectivement, je ne pense pas que l'exercice des préoccupations individuelles des gens se fasse de façon collective sous la forme de la démocratie participative. Je pense que la question, c'est d'avoir un réseau d'élus dans les petites communes comme dans les grandes, et c'est pour ça que les affaires de quartier sont plutôt des bonnes idées, qui soient à l'écoute en permanence et qui disent il y a tel problème, il y a tel nid de poule, il y a tel candélabre qui marche pas depuis 6 mois, pour que ça remonte. Et puis je reviens sur ce que je disais au début, et pour conclure un peu mon propos, c'est que il faut absolument, dans des ensembles, on est de plus en plus dans des structures et monter un projet aujourd'hui dans une collectivité, c'est assez compliqué. Ça demande de la technicité. Ça veut dire aussi qu'il faut que les élus se forment, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un élu qui ne comprend pas le dossier dont il est saisi, parce que quand il ne comprend pas le dossier dont il est saisi, c'est pas lui qui prend la décision, c'est les services. Alors moi, j'ai rien contre les services. Je travaille en parfaite entente avec ma directrice de communauté, qui sait en plus comment je fonctionne, mais à un moment, il y en a un qui décide, et puis il y en a un autre qui exécute. Ça me vous rappellera une vieille phrase, mais c'est quand même comme ça que ça doit se passer. Parce que sinon, nous, on est responsables devant les citoyens, mais s'il n'y a pas quelqu'un, un élu, un moment qui dit, attendez, mais le bon sens de la chose, et pas simplement le « oh bah j'ai pensé que c'était comme ça », vous avez une décision, alors ça c'est tout à fait anecdotique, mais une décision qui se prend sans que vous en ayez été saisi, et après c'est la population qui vient dire « mais le maire ou le président de la communauté de communes, il a autorisé ». Donc on a besoin, moi je suis très... À chaque fois que je suis rentré dans une structure, j'ai toujours été obligé de recadrer en disant « chacun est à sa place ». Moi j'ai besoin d'avoir une administration qui soit hyper performante, qui puisse y compris me dire je pense qu'il faudrait faire comme ça, et avec lequel je peux avoir des débats, parce qu'on peut ne pas être en accord, on peut me dire ça c'est pas possible, on n'arrivera pas à le faire. Parce que les élus, on a toujours envie que ça aille très vite, on se dit il faudrait monter ça en 6 mois, puis on vous dit bah quand même les contraintes du marché public, puis on a une étude de zonage à faire, et puis bon vous respectez la loi, donc vous faites dans le temps qu'on vous donne. Mais en même temps, il y a un moment, il faut que chacun soit à sa place et que donc la décision soit prise par celui qui doit la prendre, c'est-à-dire celui qui a été élu.
Moi, je pense que la démocratie représentative, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. On est en capacité d'être en dialogue, et la première façon de faire de la démocratie participative, c'est de discuter tout simplement avec les citoyens. C'est d'aller faire ses courses comme tout le monde, de ne pas se cacher, de ne pas venir une fois toutes les 3 semaines s'enquérir de la vie des gens, mais d'être là. Voilà. Moi, j'ai des enfants dans l'école communale, donc je sais ce qui se passe à l'école communale, parce que c'est pas besoin que quelqu'un me le raconte, c'est mes enfants qui me le racontent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est idiot de le dire. Mais c'est ça aussi la démocratie participative. Alors après, il va falloir qu'on invente quand même des systèmes. Et ça, je pense qu'on va être en recherche et il faudra qu'on y réfléchisse. C'est comment, au-delà de j'ai besoin de ton avis quand je parle aux citoyens, c'est comment j'arrive à redonner envie aux citoyens de s'approprier leur vie quotidienne. Parce que quand vous allez dire. Parce qu'on a un vrai sujet dans les communes et on dit c'est les grandes villes. C'est pas vrai. Dans les communes comme la mienne, il y a plus grand monde dans les associations. Vous faites des manifestations payantes, gratuites, pas gratuites, de tous ordres. Vous avez une implication des gens qui est très faible, parce qu'on est dans une citoyenneté qui s'exerce autrement. Je dis pas que les gens n'ont pas envie de s'engager, mais ils ont envie de s'engager différemment. Donc il faut qu'on réinvente des formes de démocratie et de dialogue avec les gens qui leur donnent envie de participer à la vie du village. Mais aujourd'hui, si j'ai pas mon noyau de 15-20 que je vois tout le temps, il se passe plus rien dans le village. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils viennent, ils vivent, ils mettent leurs enfants aux écoles, donc ils ont des exigences sur la cantine, c'est légitime, hein, sur un certain nombre de sujets. Mais en dehors de ça, ne venez pas me demander de m'impliquer, surtout. Alors moi, je pense que la démocratie participative, c'est je te demande ton avis, mais on va aller au bout de la logique. C'est-à-dire, si je te demande ton avis, il va falloir que toi, tu prennes aussi ta part du fardeau et ta part du travail qu'il y a à faire. Dernier exemple que je donne, c'est les limites de l'exercice de la démocratie participative. On a eu l'affaire des rythmes scolaires. Et donc, il y avait l'affaire du choix du jour, mercredi matin ou samedi matin. Je suis la seule école du Loir-et-Cher, et je crois qu'il y en a 2 en région, dans l'académie Orléans-Tours, à avoir choisi le samedi matin. Et alors, au début, quelques parents d'élèves me disent, il faut faire un référendum. Pour ou contre le samedi, pour ou contre le mercredi. J'ai dit, ça non, parce que ça, je connais la réponse. Parce qu'à cette question-là, bête et méchant de poser comme ça, la réponse, c'est 90% le mercredi. Et alors après, j'ai fait autrement les choses. J'ai dit, on va réunir les parents d'élèves, les instits, les ATSEM, qui font partie du processus éducatif pour moi, et les élus. Et on va essayer de répondre à la question qui avait été mal posée, de façon abrupte là encore, qui était de dire, on veut améliorer la question du rythme scolaire des enfants. Et donc, on va rentrer par la case, non pas qu'est-ce qui arrange les parents, mais la case, qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants. À la fois en termes de rythme, et puis après dans les organisations qu'on a dans le territoire. C'est-à-dire, j'ai fait un questionnaire, j'ai quand même questionné les gens, et j'ai eu il y a 250 ou 300 familles, et j'ai eu 250 réponses sur 300 de tête. Et j'ai questionné sur comment vous vous organisez pour votre... Alors évidemment anonyme, comment vous vous organisez sur votre affaire de garde le mercredi aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris un temps partiel pour vous occuper de temps de mercredi? Qu'est-ce que font vos enfants le mercredi ou le samedi? Dans quelles associations ils seront inscrits? Est-ce qu'ils sortent du territoire pour faire telles activités? J'ai même été plus loin, on aurait pu même penser que c'était intrusif, mais on m'avait dit il faut faire attention parce que, attention, les familles recomposées. Comprenez, on ne pouvait pas faire le samedi parce que le père ne l'aura que le samedi midi, c'est dégueulasse. Alors j'avais dit, ok, on va regarder. Je dis au passage qu'un prof m'avait dit un truc que j'ai trouvé très juste, il m'avait dit, vous savez, je serais content que ça soit le samedi, parce que ça me permettrait de voir le père. Et il m'avait dit une deuxième chose, ça permettrait aussi au petit garçon ou à la petite fille de montrer son école à son père, alors que sinon, de sa vie d'écolier, il ne montrera pas son école et ses petits camarades. Et j'ai trouvé que dans la réflexion éducative, il y avait quelque chose qui était pas inintéressante. Et donc j'avais demandé, est-ce que vous êtes en garde alternée et à combien de kilomètres vit le père? Il y avait un cas à 60 kilomètres, le reste était à 15. Donc l'affaire du samedi matin marchait pas. Le problème du samedi matin. Et donc j'ai petit à petit, parce que moi j'avais idée alors j'étais complètement en phase avec les équipes enseignantes, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les territoires. Les enseignants m'ont dit, il faut que ça soit le samedi. Ça nous arrange pas, mais nous, si on est sur le rythme, c'est le samedi. Et donc on a fait passer comme ça le samedi, sans qu'il y ait fondamentalement de drame dans les écoles. Mais je l'ai fait passer dans une forme de pédagogie. Vous voyez, ce que j'ai essayé d'amener aux gens, c'est je ne viens pas répondre à la question de qu'est-ce qui vous arrange, parce que moi aussi, alors c'est plus facile quand vous avez vos propres enfants, moi aussi ça m'arrange le mercredi. Mais dans la question on répond à la question qui vous est posée, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour le rythme scolaire de vos enfants? Et j'avais dit, de toute façon, le mercredi, moi, je ne pourrais pas assurer la cantine, parce que je ne pourrais pas financer la cantine. Parce qu'après, on avait vendu, les collègues maires qui ont fait ça, avaient vendu, on fera la cantine, on fera la garderie. Résultat, les parents se sont retrouvés à récupérer les enfants à 11h30 le mercredi,
souvent les mères d'ailleurs, avec des problèmes d'horaire. Plus le truc de quand vous êtes à temps partiel à 80%, vous n'allez pas voir votre patron la rentrée scolaire suivante en disant bah, maintenant que le mercredi mes enfants sont à l'école, il va falloir me prendre à 90. La vie économique marche pas tout à fait comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas la perception que j'en ai. Tout ça pour vous dire que globalement ça s'est fait, alors que normalement sur une affaire comme ça, j'aurais dû aller au clash. On a hésité beaucoup avec ma directrice. On s'est dit oh là là, est-ce qu'on essaye d'aller à ce qui nous paraissait, parce qu'on est sur 3 ans, comme dans toutes les écoles, sur une expérimentation. Et puis on verra dans 3 ans. Moi j'ai toujours dit, si dans 3 ans on constate que les enfants sont plus fatigués, que ça a désorganisé les choses, pourquoi pas. Mais on est un îlot. Hein, et... Alors c'est marrant, j'ai eu une pétition d'une espèce d'ennuyeuse, pour pas dire emmerdeuse, alors qui s'est fait, non pas taper par moi, parce que moi ça me démangeait, et j'ai rien eu à faire, c'est les parents d'élèves qui ont dit, mais c'est très bien cette organisation. Et une parent d'élève, ça m'a fait très plaisir, qui m'a dit, moi j'étais contre le samedi, mais vous voyez, je vois la tas de fatigue de mes enfants, je vois ce que vous avez fait en plus. Parce qu'on a vraiment mis en place des activités périscolaires, on a recruté des jeunes pour le faire, parce que moi j'avais dit à ce moment-là, si jamais on fait ça comme ça, je pourrais organiser des activités périscolaires plutôt que de faire de la garderie bête et méchante. Et cette parent d'élève a dit, mais moi, les activités périscolaires qui sont mises en place, et quand je vois ce qui se passe ailleurs et l'état de fatigue des enfants, je suis pas sûr que le choix qu'on a fait n'était pas le meilleur. Et voilà, c'est aussi ça la démocratie, c'est ce que je voulais essayer d'éclairer par cet exemple, c'est à la fois la nécessité de dialoguer, mais il faut porter, ça rejoint le début de la discussion avec Jean-Marie, il faut essayer de porter au niveau d'intelligence et pas simplement de est-ce que ça t'arrange ou pas le mercredi, parce que ça on s'en fout, parce que ça c'est en tout cas pas la question. On a tous cette question de qu'est-ce qui nous arrange, mais la question dans la vie c'est pas seulement ce qui nous arrange, mais c'est ce qui est l'intérêt collectif. Voilà. Excusez-moi, j'ai été trop long, mais quand on me parle de ce genre de choses, je suis toujours un peu passionné. Mais Jean-Marie avait une idée. Oui, non, mais moi je voudrais surtout interroger la salle pour répondre à des questions. Je dis simplement, en réalité, je me suis rendu compte que les réunions de quartier ne suffisaient pas, que à chaque fois qu'il y avait un sujet de débat, notamment d'aménagement, que ce soit là, toi, les rythmes scolaires, ou un aménagement dans une rue, un quartier, il fallait aller à la rencontre de la population, tout au moins de ceux qui étaient les principaux concernés. C'est très, très intéressant. Et j'ai transformé complètement le processus de prise de décision avec les techniciens. Parce qu'ils n'interrogeaient jamais non plus la population. Ils arrivaient forts de leur science, de leurs compétences, ingénieurs, ceci, cela, et c'est ce qu'il y a de mieux, monsieur le maire, voilà ce qu'il faut, voilà ce que nous proposons. Je dis, oh, ok, on va aller soumettre ça à la population. Oula, j'ai vu les yeux rouler comme des billes, et je me souviens du premier dossier que nous sommes allés soumettre à la population, retoqué, mais alors à plat de couture. C'était changement vraiment de la chaussée, de réaménagement de la chaussée, mais ils voulaient du même coup faire inverser sens de la circulation, créer un grand giratoire là où il y avait des feux, passer, je dirais, prendre comme giratoire d'ailleurs le square qui était tranquille jusque-là, et donc on allait faire passer les voitures autour. Enfin, c'était un truc dément. Donc, retoqué, mais ils ont voulu à ce moment-là faire un petit giratoire à la place du feu. Retoqué de la même façon. Je leur ai dit, mais vous allez voir, mais je voulais aller jusqu'au bout de la démonstration. On a fait 3 réunions, et on a abouti à quelque chose. On m'a dit, mais attendez, ça va pas marcher. La population a dit, il y avait la moitié qui était pour, l'autre moitié qui ça va pas marcher parce que on crée plus que 2 couloirs alternés de circulation alors qu'il y en avait 4 avant. J'ai dit oui, mais il y a eu 3 morts, des enfants qui traversaient la route. Donc je dis, il me semble que votre réaction, ça a été la sécurité. Il faut, monsieur le maire, sécuriser ces passages, etc. Et je dis, pour sécuriser, il faut réduire effectivement le passage des voitures et des véhicules à ces endroits-là dangereux. Puis aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Tout le monde est content. Ça fait maintenant 15 ans que c'est comme ça. Mais je peux vous dire, là aussi, il faut que tout le monde soit conscient que c'est la population souvent qui a les meilleures solutions. Encore faut-il qu'elle soit en mesure de s'exprimer. Ce que tu viens de démontrer.
Et puis qu'il y a différents niveaux de compréhension des problèmes. Je m'étais trompé quand j'avais dit, dans les quartiers, je vais soumettre le plan pluriannuel, par exemple, d'investissement. J'arrivais, bon, je me dis, voilà, on a sur 3 ans imaginé des trucs, je vais le soumettre. Ils s'en foutent, ils ne sont pas compétents. Ils s'intéressent à la question, je viens de le dire, l'illustrer, le point qui rencontre vraiment l'intérêt de tous les conseillers municipaux. Alors là, ils se battraient, et des séances de conseil municipal peuvent durer une éternité sur les questions de sens de circulation, de voirie. Je ne sais pas si c'est pas comme ça à Calais, mais en tous les cas, à Arras, c'est le problème principal. Donc, j'essayais de ne pas en mettre trop dans les débats du groupe majoritaire ou du bureau municipal, parce que c'était infernal. Alors qu'il y a des commissions pour ça, quand même. Bon, mais non, on recommençait les débats des commissions. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la sécurité, c'est sûr. Et c'est le premier quand le problème est latent. Nous, on a réussi à Arras à en sortir progressivement. On n'est jamais totalement sûr, d'accord, mais enfin, on est arrivé à vraiment expurger en grande partie ces questions-là. Mais ça reste quand même un sujet qui est dormant, quoi. Et puis, je me suis dit, quand même, il faut bien traiter, il faut que la population, et pas seulement le conseil municipal, ou pas seulement le conseil communautaire, soit intéressée par les investissements pluriannuels. C'est des millions qu'on engage. On nous fait confiance, d'accord, mais il faut quand même que la population... Et là, on a inventé les conseils de quartier. Tirant au sort les citoyens, donc il y en a une dizaine, en fait, c'est un tiers de tirage au sort, un tiers représentant des principales associations, et puis un tiers qui sont désignés par la mairie, de personnalités qualifiées. Donc on arrive comme ça à une sorte de mix intéressant, et on l'a fait pour commencer sur 3 grands secteurs où on savait qu'il y avait des problèmes d'aménagement importants. Et ça fonctionne bien. Donc on saisit ces conseils avec une question prioritaire dont on aura à débattre en conseil municipal ou en conseil communautaire dans les mois qui suivent. Ils ont du temps. Et puis les techniciens sont à leur disposition, comme ils le sont à disposition des conseillers municipaux ou des conseillers communautaires. Et on arrive à quelque chose. Franchement, j'étais dubitatif. On était allé voir dans d'autres communes comment ça fonctionnait, parce qu'il existe des conseils citoyens dans des grandes villes. C'est pas évident. Déjà, la composition du conseil est très importante. Et puis, la façon dont on leur soumet les questions. Il faut vraiment qu'ils aient la capacité de s'entourer aussi d'experts, quoi, en quelque sorte. Ils sont experts eux-mêmes, théoriquement, mais voilà. Donc on a, vous voyez, plusieurs niveaux de consultation. Et puis on a aussi, tu l'as peut-être pas, toi, au niveau rural, mais on a, nous, les politiques de la ville. Donc on a des comités de quartier. Aujourd'hui, ça devient des comités citoyens, je crois, dans la dernière loi. Comité de quartier, nous on l'a depuis longtemps, et donc ce sont dans les secteurs sensibles qui sont en politique de la ville des citoyens qui sont élus par la population. Alors bon, c'est les associations qui souvent gèrent comme ça le problème, et ils ont un petit budget qui est pour moitié d'ailleurs de conseil régional et pour moitié de la commune ou de la communauté, dépend qui porte le dossier de politique de la ville, pour réaliser des projets qu'ils estiment utiles, nécessaires à l'amélioration du bien-être dans le quartier. Alors c'est intéressant, parce que ça permet de responsabiliser. On va encore au-delà, on n'est plus là pour
répondre à des orientations générales, mais pour responsabiliser, pour qu'ils prennent conscience que ça a un coût, qu'il ne faut pas le détruire après, il faut l'entretenir, etc. Enfin, il y a une démarche éducative. Et je trouve ça fort intéressante, ces gestions citoyennes, en quelque sorte, de leur quartier. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse dans la démocratie, et puis bien sûr le conseil municipal ou le conseil communautaire. Et il est évident qu'un conseil municipal, c'est pas la même chose qu'un conseil communautaire. Un conseil communautaire sont des maires qui ont déjà une expérience. On peut aller, je dirais, à la fois plus vite, peut-être. C'est pas du même niveau, puisqu'il s'agit d'aménagement en général au conseil communautaire, d'aménagement général, de développement. Mais je me rends compte que les connaissances sont toujours à parfaire. Ça dépend si on a affaire à beaucoup de maires ruraux. Moi, j'avais une communauté urbaine, mais où il y avait une majorité de maires ruraux. Et les conseillers, je râlais d'ailleurs, les conseillers communautaires urbains, ils venaient pas. Ceux d'Arras se considéraient que comme j'y étais, bon, tout allait bien. Mais je me suis dit, attendez, si vous venez pas au conseil, je suis en minorité. Bon, en général, ça se passait bien parce que c'était assez consensuel. Et si vous n'allez pas dans les commissions, ben on disparaît. La ville-centre disparaît. Alors vous ne plaignez pas après si tel projet que vous aviez défendu en tant qu'adjoint n'est pas repris. Donc il y a quand même, dans les conseils communautaires, un problème de délégation, en quelque sorte, qui est primordial. Il faut réellement que les représentants des communes, en général les maires ruraux, sont présents. Parce que pour eux, c'est très valorisant. Mais pour les conseillers urbains, c'est un peu... et qui sont pourtant en grand nombre, ils ont l'impression que ce sont des redites. Donc vous voyez, la démocratie, c'est quelque chose d'un peu complexe, tout au moins au niveau local. On ne s'étendra pas trop au niveau national, sauf si vous le souhaitez. Elle l'est encore un peu plus, si tant est d'ailleurs que la démocratie existe encore dans notre pays, au niveau parlementaire, j'en doute.